Bonjour, cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Sauveau qui est président de Lexmark France. Jean-Michel Sauveau, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Le rituel dans cette interview de nous présenter l'actualité, l'événement ou la tendance qui a retenu votre attention ces derniers temps. Donc qu'est-ce qui vous a un peu intéressé et a ouvert votre esprit sur quelque chose qui sort un petit peu de votre activité à vous? La COP23, par exemple, qui se termine aujourd'hui même, sur le sujet du réchauffement climatique. Donc on sait que c'est un enjeu, je dirais, pour les générations futures, qui est important, avec comme objectif de maintenir en dessous des 2 degrés l'augmentation de cette température à horizon de la fin du siècle. Sachant que visiblement les quelques résultats qu'on peut voir aujourd'hui et les échos qu'on en a, c'est que les émissions de gaz à effet de serre pour 2017 continuent à croître et qu'on est plus sur une projection de l'augmentation de la température aux alentours de la fin du siècle, plus aux alentours de 3 degrés, que d'arriver à la contenir en dessous des 2. Donc je pense qu'il est urgent que tout le monde se mette sérieusement à adresser ce problème, et c'est ce que fait Lexmark. Humblement, j'irai à notre niveau, puisque j'irai les préoccupations environnementales et sociales a toujours été, j'irai, dans notre ADN. Je pense que vous le savez, mais Lexmark a été créé, c'est une spin-off d'IBM. Oui. Donc IBM était déjà très pionnier dans cette démarche environnementale et RSE. Et c'est quelque chose qu'on a continué à développer au fur et à mesure des années, depuis les années 91, sur le sujet. Mais alors, juste un petit point sur cette question. En fait, l'IT en général est très énergivore, hein, puisqu'on voit bien les data centers qui pullulent aujourd'hui sur la Terre entière, consomment des quantités d'électricité invraisemblables. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais il y a aussi éventuellement un côté positif, c'est-à-dire que l'IT peut apporter quelque chose à cette problématique. Oui, tout à fait. L'IT peut apporter effectivement quelque chose, et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut vraiment que ça soit au centre des valeurs des entreprises de l'IT, de défendre cette approche-là. Plus que les valeurs, les pratiques. Mais ça, on commence par les valeurs et après elles se déclinent effectivement en pratique. Et pour vous donner quelques exemples de pratiques, effectivement, les préoccupations environnementales commencent à ce qu'on appelle l'éco-conception, donc dans les choix des plastiques, les pigments qu'on utilise pour faire la fabrication, mais le gros impact environnemental en ce qui concerne le monde de l'impression est plus dans l'usage. C'est vraiment là qu'on va pouvoir agir de façon prépondérante sur gérer les impacts en CO2. Et donc, un des gros impacts, c'est les pages. Mais donc là, on accompagne nos clients pour réduire les pages. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Mais il y a aussi un élément qu'on change très régulièrement sur les imprimantes et les copieurs, ce sont les cartouches. Et les cartouches, donc c'est la raison pour laquelle Lexmark a mis en place un programme qui s'appelle LCCP, qu'on met en place avec nos clients, qui est un programme de collecte de ces cartouches. Maintenant, au-delà de les collecter, ce qui est relativement... il faut les retraiter. Voilà, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Voilà, exactement. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces cartouches collectées, sachant qu'à aujourd'hui, ces cartouches collectées, pour vous donner une idée, c'est pas une démarche marketing en ce qui nous concerne, on parle de 23 000, enfin plus de 23 000 cartouches par jour collectées au niveau de Lexmark. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ces cartouches? Eh ben, on est dans une approche de reuse, de remanufacturing de ces cartouches. On les retraite en usine chez nous. En l'occurrence, il faut que ça soit pour l'Europe, c'est un centre... j'irai en Hongrie, en Pologne, pardon, qui fait ce retraitement de cartouches et qui réalimente nos clients en cartouches remanufacturées. Et aujourd'hui, on est le seul sur le marché à avoir cette démarche de reuse, sachant que ces cartouches, on va pouvoir les retraiter de 2 à 3 fois. Donc on voit tout de suite l'impact environnemental qu'on peut avoir en mettant en place ce type de programme. Et comme je vous le disais, c'est 23 000 cartouches qui sont traitées. C'est 12 tonnes, j'irai, par jour de déchets qui sont traités, et sur une année, ça représente 3,5 fois le poids de la Tour Eiffel.
pour vous donner... donc voilà, on est très loin de l'image marketing, on est sur des faits, une réalité, et j'irais des actions qui améliorent, l'environnement. Très bien, alors on a déjà parlé de Lexmark finalement, mais on va commencer à entrer dans le vif du sujet. Si on regarde sur l'année passée, il y a eu une histoire de l'entreprise un petit peu mouvementée, puisqu'il y a la vente de Lexmark à 2 fonds d'investissement, donc ça c'était il y a 1 an quasiment, et puis ensuite Lexmark a vendu son activité software à Thoma Bravo, donc un autre fonds d'investissement. Donc je dirais que en 1 an ça fait quand même pas mal de mouvements. Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous êtes sur un périmètre stabilisé avec un objectif sur 5 ans sur les fondations que vous venez de créer? Il y a eu un recentrage effectivement de l'activité sur la gestion du document autour du print. Et ce recentrage, il est autour d'un objectif simple pour nos clients. On s'est dit, voilà, nos clients ont 2 problématiques. Ils ont une problématique, c'est qu'ils ont des données digitales, ils ont un monde digital à gérer d'un côté, et ils ont un monde papier à gérer de l'autre. Et parfois indépendamment. Tout à fait, avec des processus qui parfois sont complètement indépendants et absolument pas connectés entre les deux. Et la valeur ajoutée de Lexmark, et la valeur ajoutée sur laquelle on est en train de se recentrer, c'est la gestion de cette intersection entre ce monde digital et ce monde papier. Beaucoup d'informations sont disponibles et comme vous le disiez, on gère de plus en plus de données avec le big data et les entreprises s'équipent pour gérer de plus en plus d'informations au travers de leurs ERP, des solutions workflow, de case management, de CM, globalement. Mais cette information, il faut arriver à la rendre disponible pour la poser sur le papier lorsque ça s'avère nécessaire. Cette information qui est posée sur le papier est parfois complétée par des signatures, par de la jonction de l'information, et il faut cette information qui est ajoutée sur ce document, il faut savoir la réintégrer dans le système d'information du client. Et c'est cette jonction sur laquelle Lexmark accompagne ses clients le jour et participe à l'amélioration de leur processus métier. Donc finalement l'image de Lexmark, mais ça peut être un autre fournisseur comme constructeur d'imprimantes est largement dépassé. C'est-à-dire que ce que vous venez d'écrire est beaucoup plus complexe et dépasse largement le simple fait d'imprimer au moindre prix des pages papier. Oui, bien sûr. Et donc ça répond un peu à la question que je voulais vous poser, savoir que finalement comment un fournisseur d'imprimantes qui est perçu un peu de l'extérieur, enfin nous on est dedans, mais perçu de l'extérieur comme un constructeur d'un MeToo product, pour utiliser une expression très française. C'est-à-dire qu'en gros, comment vous arrivez à vous distinguer par rapport à vos concurrents. Donc vous avez finalement un peu répondu à la question parce que vous venez de nous exposer. Oui, tout à fait. La différenciation est importante au travers de l'innovation, qui font évidemment aussi partie de nos valeurs, et j'irais de l'effort d'investissement qui a toujours eu lieu depuis la création de Lexmark, pour être innovant en termes de technologie qu'on apporte à nos clients, mais aussi de services qu'on va être amené à leur proposer au travers de l'approche que je viens de vous expliquer. Donc c'est la raison pour laquelle maintenant on est reconnu comme leader sur le marché du Managed Print Services, maintenant depuis une petite dizaine d'années, que ça soit au travers de IDC, Gartner ou Corsica. Ils nous positionnent vraiment comme leader sur ce marché parce qu'on est novateur en termes de services. Juste pour vous donner 2 exemples de nouveautés qu'on a annoncées cette année en termes de Management Services. Alors, juste, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous entendez par Management Services, donc service managé? Oui, c'est les services managés. C'est une activité qui est très importante chez vous, que vous avez développée il y a déjà longtemps, oui. et au niveau, je dirais, mondial. C'est pas, les pays ne sont pas indépendants les uns des autres, c'est vraiment une activité globale. Oui, c'est vraiment un service qui s'est mis en place avec une approche mondiale, avec une réplication des outils, des processus et des équipes de façon homogène partout dans le monde, de façon à être en mesure de produire une qualité de service équivalente quel que soit le pays, sachant que Lexmark est présent dans plus de 170 pays. D'accord ? Donc c'est vraiment effectivement un enjeu pour les grands clients Lexmark
et on a un certain nombre de sociétés internationales en France, et on a la chance d'avoir de très belles compagnies internationales, et c'est ce qu'ils attendent effectivement en termes d'accompagnement et de visibilité. Donc on parle de 4000 clients, 1 million de systèmes supervisés, oui, c'est à peu près l'ordre de grandeur. C'est l'ordre de grandeur. On est dans des chiffres... Oui, c'est ça, on est à plus de 1 million d'assets managés dans le monde, qui sont sous contrôle de l'ensemble des outils dont je vous parlais. Donc là, l'approche d'outsourcing de parc, puisque le management services, ça correspond à outsourcer son parc, à gérer ses coûts, à optimiser ses coûts, à faire de l'amélioration continue en fonction des usages des utilisateurs de nos clients pour améliorer constamment, ce qu'on appelle globalement le TCO, d'utilisation. Dans ce domaine, est-ce qu'il y a des innovations, des services nouveaux que vous êtes en train de développer pour améliorer tout ça? Parce que sur le papier, c'est très bien, mais on a toujours l'histoire du consommable qui arrive au mauvais endroit, ou l'imprimante qui tombe en panne quand elle ne devrait pas tomber. Enfin, tout un tas d'anecdotes qui finalement, au quotidien, embêtent la vie des entreprises. Oui, cette année, comme je vous le disais, on a annoncé 2 nouveautés autour des offres de Management Services. Une première nouveauté qui était pour améliorer la visibilité qu'ont nos clients sur l'ensemble de leurs assets partout dans le monde. En adjacent, une technologie sur une base Google Maps, puisque nos clients ont accès à un portail qui leur permet, au travers de cette technologie, de visualiser de façon très graphique l'ensemble de leurs assets partout dans le monde, de zoomer jusqu'au niveau rue, ce qu'on appelle vulgairement le street level, puisque c'est ce qui est fourni en standard avec la technologie Google. On va même jusqu'au positionnement sur plan lorsque le client nous fournit ses plans d'immeubles pour positionner les assets. Ah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre le relais, c'est-à-dire que Google Maps vous permet d'aller au niveau rue, comme vous le dites, et après, si l'entreprise, ce qu'elle a tout intérêt à faire, à ce moment-là, vous pouvez aller au niveau même de où se situe étage par étage. Donc, et ce qui donne effectivement, c'est une visibilité complète à l'ensemble des clients. Et donc de zoomer même sur une asset précise, de voir si, par exemple, il y a une livraison consommable qui est en cours ou une intervention de technicien qui est en cours, à quel niveau en est la livraison, et tout ça en temps réel. Donc ça, c'est la première nouveauté qu'on a eue cette année. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Donc il y a 3 types de maintenance. Il y a la maintenance curative, la maintenance préventive et la maintenance prédictive. Curative, je pense que vous voyez assez rapidement ce que c'est. Prédictive, c'est on dit bien il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Ça c'est assez connu. Donc c'est vrai pour les imprimantes comme pour... C'est vrai pour les imprimantes. Et donc sur cette maintenance, on va dire prédictive, le principe c'est que on collecte un certain nombre d'informations sur nos équipements, les montées en température de four, les vitesses de rotation des fours. Ça veut dire que sur vos équipements, il y a des capteurs un peu partout qui envoient, en fait c'est de l'IoT, de l'Internet des objets finalement. Exactement, on est dans l'Internet des objets. Bon, on en parle depuis un petit moment, mais c'est exactement ça. Voilà. Donc vous imaginez que lorsqu'on collecte ces informations sur plus d'1 million d'assets, on est effectivement dans le big data. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé derrière des algorithmes qui permettent de se comporter un peu comme un médecin. C'est-à-dire que l'algorithme va regarder en fonction, comme vous allez chez le médecin, on va regarder votre tension. Donc en fait, la différence, c'est qu'en général, on va chez le médecin, alors que là, c'est le médecin qui vient vous voir pour dire est-ce que ça va, et qui, en fonction justement des symptômes, va dire on prédit que, par exemple, d'ici 2-3 mois, potentiellement, le four de l'imprimante, par exemple, peut lâcher, et auquel cas on va prévoir de façon prédictive l'intervention d'un technicien pour aller changer la pièce avant qu'elle ne casse. L'intérêt derrière ça, pour nos clients, c'est que évidemment, on est sur une disponibilité à 100%, donc pour l'utilisateur, il n'y a pas de rupture de disponibilité, mais au-delà de ça, on évite d'ouvrir un ticket à la hotline du client, et on sait que l'ensemble de nos clients payent leur hotline au ticket ouvert. C'est géré avec des processus utiles, je crois. Oui, tout à fait. Et donc, ce qu'on constate aujourd'hui chez les clients, on a mis en place ce type de service, c'est une baisse de l'ouverture des tickets de l'ordre de 15 à 20%. Et un ticket, c'est de l'argent. Et un ticket, c'est de l'argent. Et en ce qui concerne pour nous, c'est aussi
une ouverture, je dirais, de call en moins sur notre hotline, puisque en fait l'intervention a été déclenchée de façon complètement automatique et transparente aussi à l'intérieur de nos systèmes. Et aujourd'hui, il y a combien de clients qui ont souscrit à ce type de service ? Aujourd'hui, on a une vingtaine de clients aux États-Unis, on en a 3 en France. Et après, j'ai pas les chiffres sur les autres pays européens en tête, donc je ne pourrais pas vous dire de bêtises. Mais est-ce que vous avez la capacité de finalement l'élargir à l'ensemble de votre clientèle très rapidement, ou est-ce que c'est encore un peu expérimental? Non, en fait, on a la possibilité de le déployer extrêmement rapidement. Après, c'est plus une question, pour mettre en place ce dispositif, ça sous-entend d'être en mesure de collecter plus d'informations qu'on en collecte habituellement. Donc c'est souvent au travers des RSSI, des discussions, puisque là on va, sans parler de GDRP, mais là on va rentrer sur le réseau du client, et donc ça sous-entend des validations de sécurité supplémentaires. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est pas non plus, je dirais, un service où on fait juste on-off. Je dirais d'un point de vue technologique, on peut le faire, juste le on-off, mais par contre c'est plus une question de validation avec le client sur le fait qu'on puisse accéder à son réseau. Et est-ce que ce sont uniquement les dernières générations de produits qui peuvent être impactés par ce service-là, ou est-ce qu'on peut remonter suffisamment loin pour couvrir une bonne partie de votre parc? On couvre la totalité de la gamme. Maintenant, pour être très précis, effectivement, les dernières générations fournissent un peu plus d'informations que les anciennes. Donc ça améliore la prédictibilité. Alors il y a un autre point aussi, donc on voit bien, on a en tête des imprimantes, puis en fait on a quelque chose qui est beaucoup plus sophistiqué, gestion, liaison entre le numérique et le print, intégration de tout ça dans des services beaucoup plus compliqués. Il y a un point aussi qu'on oublie un petit peu, c'est que finalement, et d'ailleurs sur ce point-là, IDC vous classe plutôt en bonne position sur l'aspect sécurité. C'est-à-dire que malgré tout, les systèmes d'impression sont aussi des points d'entrée auxquels on pense peut-être pas très souvent, mais qui sont tout aussi importants et auxquels il faut apporter une attention très très grande, parce que ça peut ouvrir à des catastrophes. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous faites dans ce domaine de la sécurité? Oui, la sécurité, c'est pareil, ça a toujours été quelque chose qui était un focus particulier pour Lexmark au niveau production des outils. Maintenant, comme vous le dites, l'imprimante, le copieur a toujours été un peu considéré comme la 5e roue du carrosse en termes, je dirais, d'approche sécuritaire, et de par cette... Oui, puis un système sans intelligence, en fait, oui. Qui n'a pas de... Alors que maintenant, c'est un ordinateur comme un autre, finalement. Voilà, tout à fait. Il y a des processeurs embarqués, c'est connecté au réseau, donc ça nécessite autant d'attention qu'un PC, qu'un serveur, géré en termes de normes de sécurité. Donc on a évidemment des différentes gammes de solutions autour de ça, que ce soit des systèmes de cryptage de disques durs, que ce soit des systèmes de niveau de sécurité, gérés au niveau des cartes réseau, mais sur la sécurité, je dirais même basique. Souvent, le gap de sécurité qu'on avait et qu'on trouvait au sein des entreprises, c'est simplement tous les documents qu'on pouvait trouver à disposition de tout le monde sur les copieurs, sur les scanners, sur les gens qui oublient leurs documents. Et donc là, ce qui s'est beaucoup développé sur les précédentes années, et ce qui se développe encore, c'est la mise en place, par exemple, de solutions de sécurisation par badge ou par code PIN, où on donne, l'opportunité à l'utilisateur d'imprimer, et en fait, il ne se passe rien. Simplement avec son badge, il a la possibilité d'aller se déplacer sur n'importe quel équipement au sein de son entreprise et de libérer l'impression ou les impressions qu'il a lancées à partir de son poste. Et même à distance, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez, je sais pas moi, demain à Genève et que vous avez besoin d'un document imprimé là-bas, vous pouvez lancer l'impression que vous récupérez le lendemain sur le... C'est ça. Et ça, est-ce que est-ce que les clients sont sensibles à ce point-là, et deux, est-ce qu'ils souscrivent à l'ensemble des services? Alors, il y en a qui sont, j'irais, embarqués de facto dans vos produits, mais il y a peut-être des services supplémentaires. Est-ce qu'ils souscrivent à ces services? Oui, ils souscrivent à ces services. Je pense que autant, je dirais, il y a 4-5 ans, on avait une certaine réticence
de la part j'irais des achats, de l'IT, qui étaient assez inquiets sur la réaction de leurs utilisateurs. Mais on voit bien que l'expérience utilisateur est en fait enrichie de par l'apport de disponibilité de la fonction d'impression qu'ils récupèrent au travers de cette fonctionnalité, qui en même temps couvre des aspects de sécurité. Donc on sécurise les documents et en même temps on rend la fonction impression dématérialisation beaucoup plus accessible aussi pour les utilisateurs. Et un troisième objectif, c'est que ça permet aussi la rationalisation. On passe de l'imprimante personnelle à l'impression personnelle, ce qui permet justement, d'optimiser l'infrastructure de nos clients. Ça, c'est une tendance générale, c'est-à-dire qu'on passe du produit au service. Hein. On ne parle plus de voiture, on parle de service, c'est le blablacar de l'imprimante. Ok, très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Jean-Michel Sauveau, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.